Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue, on parle football bien entendu puisque les vraies voix se mettent en mode mondial et là on était une petite équipe, là on est une équipe de foot, je vous le dis. Il y a des ordinateurs, ça réfléchit, on va en parler avec bien sûr nos invités, nos éditorialistes qui sont restés et on vous remercie dames et messieurs, merci Philippe Bilger d'être resté, merci Françoise Debois et merci Loïc Le Floch Frigent, oui ils adorent le foot et avec nous Fred et Antoine, nos spécialistes qui viennent tous les soirs nous parler de football, qui s'y connaissent bien. Vous mettez même aux Brésiliens maintenant. Normal, il y a intérêt. On va en bouffer. C'est bon dia, non, c'est pas ça? Là, c'est Boa Noite à ce temps-là. À ce temps-là, c'est Boa Noite. Bon, écoutez, c'est bien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on va revenir sur l'actualité du jour. Et on a une invitée également, Camille Naud, ancienne footballeuse en 2e division, grande fan de foot. Ah ouais, c'est cool. Bonsoir Camille Naud. Bonjour. Bonsoir. Boa Noite. Bon dia. Bon dia. Vous nous entendez? Hola, que tal? On va rétablir la liaison. On va faire la serre. Non, l'Italie n'est pas qualifiée. On s'en fout, on vous a battu à la Coupe d'Europe alors, au championnat d'Europe alors. Et donc l'actu du jour. On a gagné sur toutes les nations. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, Françoise Debois, s'il vous plaît. Ne nous les énervez pas. Donc on le disait tout à l'heure il y a quelques instants, se jouait à 16h Pays-Bas-Qatar. On va peut-être faire un petit point avec Antoine, justement sur ce 2-0. Et oui, la qualification des Pays-Bas, du coup, qui finissent premiers de leur groupe. Le groupe, on le rappelle, il y avait les Pays-Bas, le Sénégal, qui eux aussi se sont qualifiés dans les dernières minutes en battant l'Équateur 2-1 avec un but de Kalidou Koulibaly. Et troisième de ce groupe A, l'Équateur. Et dernier, le pays hôte, le Qatar, qui finit donc dernier avec 0 points. 7 buts encaissés, un petit but marqué. Mais voilà, 3 défaites pour le Qatar. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'une Coupe du Monde que le pays organisateur ne se qualifie, finisse avec 0 points et autant de... C'est déjà arrivé. Le Japon, c'était pas qualifié en 2002 de mémoire. La Corée du Sud, oui, mais le Japon... pas avec 0 points. Mais pas avec 0 points, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une Qatar. Ouais, voilà. On s'y attendait un petit peu quand même, Antoine. Oui, elle est simple, elle est facile. Elle est apéro. Excusez-nous, on parle football avec Antoine. Et on a retrouvé Camille Naud, a priori. On s'y attendait un petit peu, Antoine, avant de reprendre notre invité. Oui, en vue du classement FIFA du Qatar qui est très loin parmi les autres nations. Mais c'est vrai que Hervé Renard, notamment l'entraîneur de l'Arabie Saoudite, disait que le Qatar n'avait pas vraiment mis son vrai niveau de jeu et que valait mieux que ça. Mais ils n'ont pas eu peut-être trop de pression pour cette équipe qatari, mais qui n'était pas au niveau sur ces 3 matchs de poule. En tout cas, c'est trop tard. Et notre invité, Philippe? Notre invité Camille Naud, ancienne joueuse de 2e division. Bonsoir Camille Naud. Bonsoir tout le monde. Et grande fan de football. Avant de parler des Bleus et notre sondage, on va parler des 2 autres matchs du soir. C'est la poule B où il pourrait y avoir de grosses surprises puisque le classement, Antoine, c'est 4, 3, 2, 1. 4 points pour l'Angleterre, 3 pour l'Iran, 2 pour les États-Unis, 1 pour le Pays de Galles. Et on pourrait parfaitement avoir l'Iran au second tour pour la première fois de son histoire. Oui, il y a un suspense vraiment incroyable dans ce groupe. Personne n'est qualifié. Personne n'est éliminé. Personne n'est éliminé. C'est complètement indécis. On le rappelle, l'Angleterre, donc premier qui affronte le Pays de Galles. Le Pays de Galles, Angleterre, c'est un choc un petit peu des voisins, mais dans son histoire, l'Angleterre a toujours battu le Pays de Galles. Ils ont jamais perdu contre ces Gallois. Donc il y a quand même un avantage aussi. Mais on ne sait jamais. Ces matchs-là, c'est la Coupe du Monde des surprises. On ne sait jamais, le Pays de Galles qui est dernier avec un petit point, qui en cas de victoire pourrait se qualifier. Il suffira juste d'un match nul pour les Anglais et le deuxième match aussi qui aura lieu à 20h. Et là, il n'est pas que footballistique, il est politique. Il est aussi diplomatique ce match, il a un fort enjeu, mais l'Iran, donc deuxième avec 3 points, affronte les États-Unis qui produisent un beau niveau de jeu quand même dans ce mondial avec 2 petits points. Donc ça va être une grosse rencontre. Donc comme les 2 matchs se jouent à 20h, c'est aussi une volonté aussi pour que tous les matchs du même groupe se jouent à la même heure pour éviter. C'est depuis le match truqué Argentine-Pérou de 78. Trucs, ouais. Bon, tu sais mieux que moi au niveau des dates. Oui, mais il était même pas né. Même ses parents n'étaient pas nés. Donc on va suivre avec le double écran pour voir ce qui se passe parce que chaque but va compter et ça va s'annoncer une soirée pleine de rebondissements parce que personne dans ce groupe B n'est qualifié à l'heure où on se parle. Et on va suivre ça de près bien évidemment. Notre débat du soir, quel sera le résultat du match France-Tunisie? Vous êtes 76% à voir une victoire française,
11% un nul, 13% une victoire tunisienne. Camino, on vous a retrouvé quelque part. Est-ce que c'est un match où on risque pas d'avoir du spectacle? Les Tunisiens vont devoir attaquer parce que sans victoire, ils sont éliminés. Et la France aime bien jouer la contre-attaque, surtout qu'a priori, un certain Kylian Mbappé devrait être sur le terrain. Oui, effectivement, j'imagine que ça sera très intéressant à regarder, un peu comme le reste de ce mondial et puis ces troisièmes journées qui sont quand même toutes pleines de buts. On sent que ça se libère des deux côtés des équipes au fur et à mesure de l'avancée de la Coupe du Monde. J'imagine effectivement que la Tunisie aura à cœur de bien continuer cette compétition et que l'équipe de France, notamment emmenée par Kylian Mbappé devant, aura à cœur aussi de marquer pour faire un sans faute. Ouais. Frédéric Jouve, ça devrait être un match assez sympa parce que les Tunisiens vont attaquer. Ils peuvent pas attendre. Oui. Après, bon, il n'y a pas grand monde non plus dans cette équipe, mais bon, première chose, il faut respecter tout le monde. C'est clair. Absolument. On peut perdre contre le Sénégal en Coupe du Monde, on sait quelque chose. Il faut faire attention, il ne faut pas que la tactique du dessin de ce jeu prenne le pas sur le jeu lui-même. Cette équipe de France, elle a envie de jouer, elle a envie de gagner, elle a envie de partager, elle a envie d'écrire sa propre histoire, et donc il faut écouter ses joueurs. Et cet état d'esprit, cette envie, en fait, que l'équipe de France a, ça n'a pas de prix, en fait, dans une équipe. Et d'ailleurs, il faut l'entretenir, cette cohésion, qu'elle pèse plus de 50% de la victoire fidèle. Et cette équipe de 2022, c'est très exactement l'inverse de l'équipe de France de 2010 qui avait fait une grève, souvenez-vous, sous la houlette de Raymond Domenech au Mondial d'Afrique du Sud, où on perd contre le Mexique, on perd contre l'Afrique du Sud, on fait un match nul contre l'Uruguay, c'était la pagaille. Et l'objectif de cette année, c'est une 3e étoile sur ce maillot de l'équipe de France. Et si d'ailleurs on avait la bonne idée de pouvoir mettre ce maillot floqué de ces 3 étoiles sous le sapin de Noël cette année, peut-être que ça va nous faire revoir la position de cette coupe d'hiver, de cette coupe hivernale. Ça ne change rien sur l'énergie, Loïc Le Floc Préjean, mais en tout cas. Philippe Bilger. Vas-y. D'abord, premier point, je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric, avec un questionnement, mais ça, il va nous répondre, nos camarades vont nous répondre. Est-ce que, du coup, il est judicieux de laisser jouer Mbappé? Est-ce que, sur un match où il n'y a pas d'enjeu, est-ce qu'on le laisse jouer avec le risque qu'il peut se blesser? Puisque, comme tu le rappelles, et moi je suis tout à fait d'accord, l'objectif, c'est de ramener la Coupe du Monde. Est-ce qu'on ne va pas pleurer demain soir parce qu'il s'est fait une blessure au quadriceps? J'en sais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ou l'ego de Mbappé ou le. Je suis pas sûr que ça se joue comme ça. Ça, c'est pas aussi simple que ça, mais on sent bien que. Didier Deschamps est dans l'équipe que Mbappé n'avait pas d'ego. Oui, mais j'ai bien vu. Oui, enfin bon, on n'est pas obligé de le croire non plus. Oui, c'est sincère comme chacun le sait. On sent bien que Mbappé est obsédé par ses records personnels. On sent bien que, bien sûr, qu'il va pas voir le sélectionneur en disant oh je joue ce soir et l'autre dit oui, mais ça se joue différemment. Donc c'est un vrai sujet. Deuxièmement, je vais vite. Je suis pas du tout convaincu par l'Angleterre de ce soir. J'ai été très déçu par les Anglais, vraiment, par rapport au dernier Euro. Et je trouve quand même que les choses se dessinent quand même un peu. On peut voir, on peut imaginer dans le carré final, la France, le Brésil qui m'a super impressionné, l'Espagne que je trouve vraiment qui est fluide, le Portugal, parce que je pense que le Portugal a fait une très belle partie hier. Et puis, si l'Argentine se réveille, parce qu'il y a ce génie qui s'appelle Messi, juste un peu de promo pour Arte. Si vous aimez le football, j'ai regardé ça hier soir, allez voir le documentaire qui dure 92 minutes sur Maradona, qui s'appelle Un gamin en or. Oui. C'est une splendeur. Philippe Bilger. Je me demande si la question de Sud Radio, est-ce que la France va gagner ou non? Il est évident que la France va vouloir gagner. Il me paraît inconcevable, même pour préserver les joueurs qui seront titulaires 8e, que la France laisse passer l'occasion de battre la Tunisie. Elle voudra ses 3 victoires. Et avec panache. Oui, enfin, autant que possible. Non, mais vous êtes d'accord sur le fait que Mbappé doit jouer obligatoirement ou pas? Oui, il veut jouer. Non, mais pas le risque. C'est ce que je disais, il ne faut pas que la tactique prenne le pas sur le jeu. Donc c'est ce que tu voulais dire en fait. Toi, tu n'es pas d'accord pour que. Non, si Kylian veut jouer, qu'il joue. Voilà, ça c'est important parce que sinon on va avoir un Kylian qui est frustré et ça risque d'embarquer un paquet de choses derrière qui sont néfastes de l'équipe de France. À mon avis, il fera une mi-temps, mais Griezmann ne jouera peut-être pas. C'est dommage, c'est le plus puissant, Griezmann. Donc moi, le problème de Mbappé, c'est un problème, mais mon problème, c'est Griezmann. C'est-à-dire, j'ai trouvé que ce joueur, au cours des 2 premiers matchs, a vraiment brillé de manière remarquable. Et même défensivement. Des 2 côtés.
il était à la fois le passeur, il était celui qui défendait, il était celui qui était au milieu. Il a vraiment organisé le jeu de façon remarquable. Alors je dis, si jamais on arrive à conserver cette envie de jouer, c'est aux joueurs. Alors on peut faire tourner les gens, ok, mais disons que l'envie de jouer de Griezmann, de Mbappé, visiblement, elle est très forte et on a intérêt, comme tu le dis, de faire jouer les gens qui ont envie. Enfin, c'est-à-dire que moi, alors je suis qu'un pauvre industriel, mais quand les gens ont envie de bosser, il faut les faire bosser. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas toujours envie de bosser. Je sais pas, tout le monde est partagé sur cette question. Il y a beaucoup de gens qui sont partagés. Qui était compétent, contrairement à moi, hier soir. Il disait au téléphone qu'il faut bien voir que cette Coupe du Monde met des matchs très rapprochés. Et donc ça impose en quelque sorte de choisir tout le temps de récupération. J'espère qu'on ne pleurera pas de l'histoire. N'oublions pas une chose, ce sont des athlètes et des sportifs de haut niveau depuis toujours, surtout Griezmann plus que Mbappé encore. Ce sont des athlètes qui connaissent leur corps, qui connaissent leurs limites. Quand ils vous disent je veux jouer, je peux jouer, et ils savent qu'ils peuvent tenir. Donc ça protège aussi contre des blessures. Et ben c'est tout le contraire. On va continuer à en discuter. Moi je connais pas mes limites de mon corps, ça je vous le dis tout de suite. Mais t'es pas athlète. Si, absolument. Les athlètes du quotidien, vous connaissez pas ça? Méfiez-vous, Loïc. Qu'est-ce qu'elle pense, Camille, de cette histoire? On va lui donner la parole tout de suite, évidemment. On revient dans un instant. Je vais vous choper dans le vestiaire, vous allez comprendre qui je suis. Allez, on revient dans un instant. À de suite et on continue à parler de la Coupe du Monde. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. T'as pas aimé les Portugais? Oui, on a repris. On discutait sur la qualité des Portugais. Alors, si vous venez de nous rejoindre, c'est Sud Radio, on parle de football, c'est les vraies voix jusqu'à 20h avec nos amis autour de la table. Bon, on est en mode foot, donc Philippe, Antoine, Frédéric, Françoise, Loïc, j'en parle pas. Il m'envoie des vannes toute la journée, non, je plaisante. Et avec Philippe et vos appels 08 126 300 300. Et Camille Nod, qui est avec nous, ancienne footballeuse en deuxième division féminine. Camille Nod, c'est vrai que c'est tentant. Si Mbappé a envie de jouer, il faut le faire jouer. Puis, est-ce que quelque part, avec 3 buts en 2 matchs, il n'aurait pas comme idée, peut-être pas d'atteindre juste Fontaine avec 13, mais de faire au moins aussi bien Gerd Müller avec 10 en 1970, qui est le deuxième de mémoire, deuxième meilleur buteur sur une Coupe du Monde, à moins que Puskás ait fait 11 en 54. J'ai un doute. Est-ce que ça ne va pas jouer, vu son ego, même s'il n'a pas d'ego, Dixit Deschamps? C'est ça qu'il cherche. Ouais, en tout cas, je pense que effectivement, quand un joueur se sent en forme, on a intérêt à le faire jouer. Et puis, j'imagine pas qu'il soit dans le calcul sur ce type de compétition. Donc, s'il s'estime lui en forme physiquement, et après, on va pas se le cacher, il y a effectivement un enjeu de but à aller chercher pour lui personnel. Donc, si le personnel peut servir le collectif, tant mieux, ouais. Mais pour parler de technique, comme le disait justement notre ami Loïc, est-ce que celui qui a pas pris les clés du camion depuis le début de la Coupe du Monde, alors outre Mbappé qui met les ballons au fond, c'est Griezmann qui s'est transformé vraiment en leader sur le terrain? Camille? Complètement. Ouais, complètement. Je partage exactement le même avis. Je trouve qu'il est assez monstrueux sur les prestations qu'il a faites jusqu'à présent. Il est partout. Défensivement, il a été incroyable. Je le trouve vraiment très impressionnant. On pouvait attendre rien d'autre de ce joueur-là, mais quand même, après des saisons quand même un petit peu compliquées ces derniers temps, ça a été assez extraordinaire, son apport dans l'équipe. Ce qui explique peut-être, vu la passion de Loïc Le Floch-Prigent pour l'énergie, qu'il aime les coups de Grisou. Antoine Mazet. Oui, comme tu le disais très très bien. C'est vrai que c'est un joueur qui a connu une situation très compliquée ces derniers mois, avec notamment son transfert du Barça à l'Atlético qui était très compliqué, avec son temps de jeu qui était très réduit, et donc forcément beaucoup d'inquiétudes autour de lui. Mais c'est vrai que c'est un joueur, si on regarde dans les grandes compétitions, Antoine Griezmann en 2014, il fait pour ses débuts en Coupe du Monde un tournoi assez correct du côté du Brésil. En 2016, c'est vraiment peut-être le meilleur joueur de l'équipe de France à l'Euro 2016. En 2018, on parle presque de lui au Ballon d'Or grâce à sa Coupe du Monde qui est vraiment exceptionnelle. Même en 2016, le Ballon d'Or, si on bat le Portugal et qu'il rate pas son penalty contre le Real en finale de la Ligue des Champions, c'est lui qui a le Ballon d'Or. C'est quasiment sûr. C'est le Griezmann de 2018. Ça serait un autobus. Et à chaque fois, dans les grandes compétitions, il arrive à augmenter son niveau de jeu, il arrive à exceller et il apporte sa pierre à l'édifice dans un rôle où il redescend un petit peu.
Frédéric Joux. Exactement, tout a été dit sur Griezmann, et Loïc a tout à fait raison, c'est le maître à jouer de cette équipe de France, c'est le Griezmann de 2018 dans toute sa splendeur, et en plus il est juste formidable à voir. Quand il rentre dans l'hôtel, toute l'équipe, et qu'on le voit sauter, sourire avec cette énergie positive, on voit tout ce qu'il amène à ce groupe, et on voit à quel point ce groupe s'amuse et a envie de gagner. Et ça, je vous le dis, ça n'a pas de prix, et cette équipe, elle est taillée pour la victoire finale. Alors moi, je ne discute pas, mais je trouve que le talent de Griezmann est moins évident quand on ne connaît pas bien le foot que celui d'un Mbappé qui fait la différence à chaque fois. Pour Mbappé, on comprend pourquoi il est exceptionnel. Griezmann, il faut étudier le match avec une forme de subtilité, tout de même, pour deviner le rôle capital qu'il a. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Sauf Loïc qui a compris. Non, mais en 2018, par exemple, je n'avais pas vu. Je suis plus subtil que toi, Philippe. J'avais pas vu son rôle en 2018. Oui, mais moi, qui suis une béotienne, même si j'aime le football sous toutes ses formes, bien sûr, y compris le foot féminin, je l'ai vu. On l'a vu physiquement. Là, je rejoins Loïc. Et de toute façon, tout le monde sait unanime en réalité, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est-à-dire que on l'a vu physiquement, c'est-à-dire que vous regardiez l'écran ou que vous portiez votre regard, il était là, il était en défense, il taclait sur les côtés, de jeu, il fait 2 ou 3 sauvetages sur des contre-attaques danoises qui sont exceptionnelles, c'est pas à lui de les faire, mais il les fait, et en fait ça dit beaucoup, et là Frédéric a raison, ce qui me plaît probablement plus chez Griezmann, c'est-à-dire cette espèce de lutin, j'aime pas son jeu, je trouve qu'il est pas beau à voir jouer, je comprends pas, je suis comme toi, je trouve qu'il virevolte, je comprends pas bien. Sauf que là, sur ce mondial, je comprends. Parce que je vois son volume de jeu, on n'a pas besoin de m'expliquer. Et surtout, c'est son état d'esprit qui est magnifique. Partout. Voilà. On sent une générosité chez ce garçon, quelque chose de très enfantin, une capacité finalement à arrondir tous les angles, c'est ce que je pense, parce que ça doit être assez anguleux, tous ces égos à gérer. Alors, je rejoins aussi Philippe, c'est vrai que Kylian, il finit, donc on le voit un peu plus, et puis tout le monde en parle. Oui. Bon, il a quand même un petit truc qu'il a pas, Kylian Mbappé, c'est que lui, il marque pas de la mèche. Il lui manque quand même cette corde à son arc. Ronaldo, une remarque pour revenir sur 2018. Je vais vous rappeler de bons souvenirs. Est-ce que quelque part, Camille, et je vous fais tous réagir, ce qui a changé avec l'équipe de France, c'est les côtés, à l'exception de N'Golo Kanté, mais que la colonne vertébrale de l'équipe au centre, c'est toujours Lloris, Varane, Griezmann, et devant Mbappé à gauche et surtout Giroud. Est-ce que quelque part, Camille, Giroud, il a joué. Mais il a joué une demi, il a joué un match. Il a joué un match, il a joué 63 minutes. Est-ce que quelque part, mais on a des ailiers droits aussi. Fabuleux. Oui, mais Dembélé, il avait très peu joué il y a 4 ans. Giroud, il n'a rien fait en 2018. Non, mais Giroud, il n'a pas marqué. Il a joué, oui, mais il a beaucoup joué. Non, mais il n'a pas marqué. Il est arrivé la même chose qu'à Chiro Immobilier. Quand le buteur ne marque pas. Luca Toni qui n'avait pas marqué une seule fois en 2006. Non, je parle de Chiro Immobilier à cet euro-là. Voilà, c'est la malédiction des buteurs qui n'arrivent pas à marquer. Est-ce que c'est pas cette colonne vertébrale qui est restée, Camille Nod ? Ouais, moi je pense que c'est hyper important de garder une espèce de sérénité qui se dégageait de cette équipe de France en 2018 avec des joueurs, mais vous l'avez dit, hyper heureux, hyper joyeux. Toutes les images qu'on voit, fuitées ou pas d'ailleurs, mais ils sont tous très souriants. Et puis en effet, on a des joueurs expérimentés, c'est pas leur première Coupe du Monde, et puis on a plein de jeunes avec un vent d'air frais. Et puis je pense que c'est le mélange des deux qui fait la force aujourd'hui de cette équipe de France qui peut, j'imagine, aller très loin dans la compétition. Ouais. Et puis surtout, on a un plus cette année, c'est qu'on a Théo Hernandez, oui, voilà. Absolument. Et qui est franchement une arme supplémentaire qui s'est révélée à nous et qui est tombée du ciel, bonus, cadeau. D'accord avec ça, Théo qui remplace idéalement son frère qui aura fait une Coupe du Monde de 9 minutes malheureusement. Mais qui est meilleur que son frère en club et qui surtout a l'avantage de jouer avec notamment Olivier Giroud et il peut lui donner des centres, on l'a vu notamment sur le premier match face à l'Australie. Donc c'est un mélange vraiment entre expérience et jeunesse, le disait très bien Raphaël Varane. Donc cette expérience-là, donc tu disais Lloris, Varane, ces joueurs-là, Giroud, Mbappé et Griezmann qui font l'ossature même, on parle d'expérience avec Kylian Mbappé, mais il a déjà vécu une Coupe du Monde à 23 ans. Donc c'est vraiment cette expérience-là se mêle avec cette jeunesse, cette fougue des jeunes joueurs comme tu le disais, Konaté, Tchouaméni, qui est un leader, qui était en conférence de presse aujourd'hui avant match, donc ça montre comme quoi il fait partie des leaders et cette équipe-là vraiment elle dégage une certaine aisance. Kimpembe, il est pas. J'ai une question pour vous, les deux spécialistes, même pour les trois, et Camille, exactement sur Pavard, parce qu'en réalité demain Pavard va jouer. Est-ce que Pavard, selon vous, le fait qu'il fasse le match
l'image des coiffeurs, même si cette expression était absolument horrible. Elle est nulle, cette expression. Pavard, est-ce que ça veut dire qu'il est déclassé définitivement, ou bien est-ce que ça signifie que que Didier Deschamps lui redonne la possibilité de se remettre en lumière? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il y a deux choses. Pavard, pas mieux que Koundé, et vice versa. Grosso modo, aujourd'hui. Oui. Donc demain, c'est Pavard. Je pense que là, Deschamps fait du coaching, tout simplement, et ça va être tirage de bourre entre les deux. Il n'est pas exclu que demain. Parce que Koundé est sous le coup d'un avertissement. Non, il y a aussi cet avertissement qui est là, mais non, je pense que Deschamps cherche l'émulation là sur ce poste-là, et que pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'a prouvé qu'il était titulaire à ce poste. Cela étant dit, Pavard demain peut faire un match qui le replace titulaire. Mais il y a très longtemps qu'il n'a pas fait un match comme ça. Il y a très longtemps qu'il n'a pas fait. Il y a longtemps qu'il est terne. Mais Koundé a tout approuvé aussi. Et Camille, il y a un favori pour être arrière droit pour les matchs à élimination directe entre Pavard et Koundé? Non, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas été convaincants, ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas trop apprécié non plus la dernière prestation. Pour moi, c'est un peu le point faible pour l'instant en équipe de France. Après, il y a peut-être un duo Pavard-Coman qui évolue au Bayern ensemble, qui peut être intéressant aussi à regarder. Mais il faut faire sortir Dembélé dans ces cas-là. Comme il y a eu une très belle relation entre Koundé aussi, milieu de terrain, et Dembélé. Bien sûr, parce qu'il mais il y a une très bonne relation entre Pavard et Varane, par exemple. Il veut faire jouer Philippe, non? Ah, mais c'est pour remplacer Fernandez, là. Camavinga. Hernandez. Il va faire une expérience demain. Camavinga, arrière-gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille? Vous jouiez arrière-gauche, vous, avant, ou pas? Oui, ouais. Moi, j'ai voulu aussi. C'est pour ça. Il veut reprendre l'exemple de Rabiot. Ouais, compliqué, quand même, je sais pas. À voir. Oui, parce qu'en plus, c'est quand même un poste qui n'a rien à voir avec le poste où joue Camavinga. Oui, Antoine. En tout cas, le mot de la fin. Sur Pavard. Oui, mais c'est sur Pavard. C'est vrai que voilà, il a surtout, c'est un meneur d'hommes, Didier Deschamps, et c'est quelqu'un qui se base sur des joueurs de confiance qui savent. Il a gagné avec Benjamin Pavard, et donc je pense que dans les matchs quand le niveau va s'élever, il fera confiance, parce que Jules Koundé n'a pas apporté, comme on disait, à satisfaction. Donc lui, ça se trouve, lui, il sait pas encore qui il va mettre, et donc là, Pavard, il lui donne une deuxième chance, et dans les moments importants, je pense que Pavard devrait garder ce rôle, parce qu'on n'a pas meilleur en fait. Les supporters ont le moral, ça a bougé. Vous êtes désormais sur Twitter 77% à avoir une victoire française, 11% à avoir un match nul, et c'est mathématique, 12% une victoire tunisienne. Qui vote, je signale qu'il fait voter le gars. Non mais il nous a écoutés. Non mais il nous ont écoutés. On vous remercie tous. Merci Philippe Bilger, merci Loïc Le Floch-Prigent, Françoise Degois, Camille Note, bien sûr, Frédéric Jouve et Antoine Mazer. Allez les Bleus. Et demain à cette heure-là, on saura si on est premier ou deuxième. Absolument. Et dans un instant, c'est les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Et on sera bien sûr au salon Philippe des transitions professionnelles organisé par le MEDEF Île-de-France. À tout de suite.